L'algorithme source, livre 2, chapitre 6. Mona Deliri. Cela faisait plusieurs jours que Mona n'avait pas vu Maya. Après qu'elle lui ait montré la vidéo sur laquelle elle avait vu un géant de lumière sur Terre détruire un observateur en prononçant son nom Mona, Maya avait décidé de cacher la puce contenant la vidéo dans un endroit secret. Elle était persuadée que ce géant de lumière n'était autre qu'Ethan, le mari de Mona. Et bien que cela paraisse impossible, Mona commençait à croire que c'était vrai. Mais si c'était le cas, et que Maya avait raison, que le gouverneur leur mentait, que toute vie sur Arcadia n'avait pas été détruite, alors cela voulait dire qu'il les retenait ici contre leur gré, que Orion était une prison dorée. Mais pour quelle raison ? Maya avait décidé de creuser à la recherche de la vérité. Elle était décidée à trouver des preuves que le gouverneur leur mentait. Mona l'avait mise en garde, mais elle connaissait son ami. Elle se connaissait depuis très longtemps. Et lorsque Maya avait une idée en tête, elle savait qu'il était difficile de lui faire changer d'avis. Cela faisait 3 jours maintenant qu'elle avait disparu. Mona était allée au centre de sécurité pour faire part de son inquiétude. Et le lendemain, il l'avait contactée. Convoquée serait plus juste, pour répondre à quelques questions. Elle arriva à l'accueil du centre de sécurité, inquiète et tendue. Bonjour. J'ai rendez-vous avec monsieur Stilgar. L'androïde face à elle compulsa son ordinateur. C'était un robot observateur. Toutes les tâches sur Orion qui ne nécessitaient pas de compétences particulières étaient effectuées par un robot observateur. Sur Arcadia, elle en avait conceptualisé les moindres rouages. Elle était leur créatrice. Avant que tout bascule, elle travaillait avec les plus hautes instances car son invention allait révolutionner Arcadia, tant sur le point militaire que civil. C'est grâce à cela qu'elle était sur Orion. Parce que le jour où l'apocalypse s'était abattu sur Arcadia, elle avait été conviée le matin même à visiter un nouveau complexe militaire qui, par chance, possédait les serveurs informatiques contenant Orion. Ils étaient plusieurs centaines de personnes, tous avec un bagage professionnel impressionnant, tous ayant contribué de près ou de loin à l'évolution technologique sur Arcadia. Ingénieurs, mathématiciens, physiciens, médecins et bien d'autres scientifiques encore. À cela venaient se rajouter des personnalités du cinéma, de la scène, des arts. Et pour finir, des politiques et quelques-unes des plus grosses fortunes de la planète. Le gouverneur de Vaillancourt leur avait présenté l'univers créé par un algorithme révolutionnaire. C'était une copie quasi conforme à leur propre univers. Il y avait des milliards de galaxies au sein desquelles il y avait des milliards de systèmes solaires et certains contenant des planètes où la vie était apparue. Imaginez les découvertes incroyables que nous allons pouvoir faire, disait-il. Nous allons en apprendre plus sur notre évolution, sur celle de notre cosmos. Nous allons découvrir de nouveaux éléments chimiques, biologiques, découvrir de nouvelles molécules que nous pourrons ensuite reproduire ici sur Arcadia. Qui sait si nous n'allons pas découvrir des remèdes qui nous permettront de sauver d'innombrables vies. Et c'est sans parler des évolutions technologiques et scientifiques. Mes amis, vous, scientifiques, ingénieurs, informaticiens, biologistes, médecins, astronomes, je vous propose d'entrer dans le futur. Un futur qui ressemblera à nul autre. Un futur plein de promesses. Mes amis, je vous propose d'écrire l'histoire, de participer à la quête la plus incroyable qu'il n'ait jamais été osée. Nous allons changer le monde. Et pour ce faire, nous avons créé dans cet univers virtuel un endroit que nous avons nommé Orion. C'est une zone de cet univers virtuel non soumis aux affres du temps. C'est une bulle intemporelle dans laquelle vous pourrez tous travailler ensemble. Imaginez un laboratoire à ciel ouvert de la taille d'un système solaire. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes les meilleurs dans votre domaine. Vous aurez à votre disposition l'univers entier et les vies qu'il abrite. Ces vies ne sont que virtuelles, mais elles réagissent comme nous. Nous pourrons les utiliser pour nos expériences, pour toutes vos expériences, quelles qu'elles soient. Mais plus qu'un beau discours, je vous propose de visiter Orion par vous-même. Ils les avaient ensuite amenés dans la couveuse. C'était une salle gigantesque à plusieurs paliers. Des milliers de sarcophages étaient suspendus à des rails. Le gouverneur leur avait expliqué que pour se rendre sur Orion,
Ils devaient se mettre dans ces sarcophages. Un avatar leur ressemblant serait créé sur Orion, et, avant qu'ils puissent s'y imprégner, leur conscience serait intégralement sauvegardée dans une matrice, prévue pour résister aux pires catastrophes envisageables, et ayant sa propre alimentation issue de l'énergie magmatique. S'ils devaient, par une quelconque raison, subir une altération ou même mourir dans cet univers virtuel, cette sauvegarde leur permettrait de renaître. Et si c'était leur corps, ici même, qui subissait un problème, la matrice, possédant leur ADN, pourrait leur créer un nouveau corps, en mieux même, grâce au sarcophage. Un homme avait émis l'hypothèse qu'il n'était pas loin d'être immortel, grâce à ce système. Et le gouverneur avait souri. Elle n'en avait pas cru ses yeux lorsqu'elle avait intégré son avatar sur Orion. La planète sur laquelle ils étaient tous apparus possédait de nombreux biomes différents, déserts, jungles, plaines, montagnes, et même des biomes impossibles, comme des îles flottant dans le ciel, des vergers où les arbres offraient des fruits aux saveurs exquises et en continu. C'était le paradis. Summum de l'incroyable, ils découvrirent qu'ils étaient tous ici immortels, que rien ne pouvait leur arriver. Ils pouvaient tomber du haut de ces îles dans le ciel et faire une chute de plus de 1000 mètres, sans avoir la moindre égratignure. Ce qui souleva une question de la part d'une jeune exobiologiste. Siham sembla se souvenir Mona. Elle avait demandé au gouverneur pourquoi tout ce protocole sécuritaire concernant la sauvegarde de leur conscience, s'ils étaient immortels sur Orion. Parce que vous serez probablement amené à visiter les autres mondes qui peuplent cet univers. Et au-delà d'Orion, votre immortalité est réduite. Et même si la possibilité qu'il vous arrive un problème au-delà d'Orion soit infinitésimale, nous ne voulons pas prendre le moindre risque. C'est à ce moment-là que le gouverneur s'était tu. Un de ses conseillers lui avait parlé à l'oreille. Et quand il s'était adressé à eux tous de nouveau, c'était avec la mine sombre. Mes amis, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. La confrérie du Sud-Ouest a attaqué les États de l'Est. Ceux-ci viennent de répliquer avec leur armement robotique. J'ai bien peur que la riposte nucléaire ne soit imminente. En ce moment même, le centre militaire dans lequel nous nous trouvons est en train de se fermer. Ses défenses vont s'activer. N'ayez aucune crainte. Rien, je vous dis bien rien, ne sera en mesure d'atteindre ce site ultra secret. Mais, malheureusement, nous ne pouvons pas en sortir non plus. Quelque temps plus tard, il les avait tous convoqués sur la planète principale d'Orion, pour leur annoncer que toute vie sur Arcadia avait été détruite. Il ne restait plus rien. Un air nucléaire s'était abattu sur Arcadia, et aucun être vivant n'y survivrait. Il faudrait plusieurs centaines d'années probablement avant que la vie puisse y réapparaître. Ils étaient bloqués ici, et lorsque Arcadia sera de nouveau viable, ils seront ceux qui la repeupleront. Mais la vidéo que Maya lui avait montrée semblait dire le contraire. Et si le gouverneur de Vaillancourt leur avait réellement menti, qui sait de quoi il était capable pour préserver la vérité? Pendant qu'elle se remémorait cela, assise dans la salle d'attente, M. Stilgar était descendu la chercher. « Madame Deliri? Madame Deliri ?» Oui, pardon, j'étais perdu dans mes pensées. « Voulez-vous bien me suivre ?» Il la guida jusqu'à un bureau spacieux et agréablement décoré. Une large fenêtre donnait sur les plaines de l'Onde, qui étaient d'un vert magnifique, et qui se parait au gré des saisons de fleurs violettes, rouges, jaunes et parfois multicolores. Au loin, on distinguait les hautes montagnes Olympus, où la neige éternelle accueillait de magnifiques pistes skiables. Orion était un pur produit numérique modifiable à souhait. La météo, les paysages, le temps. Depuis combien de temps vivaient-ils tous ici? Des siècles, songea-t-elle avant que M. Stilgar ne la ramène une nouvelle fois à lui. « Madame Deliri, vous nous avez informé de la disparition de Maya Tritori. Vous aurait-elle fait part de choses étranges, ou de recherches qu'elle menait, de sujets, d'idées un peu abracadabrantes? » Non. Répondit-elle prudemment. Il lui est arrivé quelque chose?
Disons que... Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Nous pensons que Maya Tritori a développé des troubles psychologiques. Vous savez, notre situation ici sur Orion peut pour certaines personnes être mal vécue avec le temps, même si tout est fait pour que nous ne pensions pas à... Arcadia? Exactement. Qu'essayez-vous de me dire? Madame Tritori s'est rendue en dehors d'Orion pour mettre fin à ses jours. Nous l'avons donc fait renaître avec la dernière sauvegarde de sa conscience qu'elle avait effectuée. Nous la gardons pour l'instant en surveillance médicale, mais sachez que lorsque vous la reverrez, elle n'aura pas vos derniers souvenirs ensemble. Vous comprenez? Oui. Si jamais vous vous rappelez de quoi que ce soit qui puisse nous aiguiller sur son comportement, nous vous en serions reconnaissants de nous en faire part. Je n'y manquerai pas. L'agent de sécurité la remercia et la raccompagna jusqu'à la sortie du bâtiment. Mona était perturbée. Elle appela un taxi et monta à l'arrière sans se rendre compte que ce n'était pas un observateur qui était aux commandes. Chez moi, s'il vous plaît. Bien, madame. Elle redressa la tête et vit que ce n'était pas un robot. Qui êtes-vous? Vous voulez savoir ce qui est vraiment arrivé à votre ami? Mona ne répondit pas, mais garda ses yeux rivés sur la nuque de l'homme. Ils l'ont fait disparaître, parce qu'elle posait trop de questions et qu'elle commençait à en savoir un peu trop. Qui êtes-vous? Je me nomme Hortfer, spécialiste en thermorégulation et énergie nucléaire. J'appartiens à un petit groupe qui met en doute la raison de notre présence sur Orion. Maya nous avait rejoints depuis peu, mais elle était trop fougueuse et n'a pas été assez prudente. Ils l'ont tué? Oui. Puis ils l'ont fait renaître, comme ils disent. Voyez ce que nous sommes. Des esclaves. On fait des recherches, on explore des mondes, on fait des découvertes, mais dans quel but? Officiellement, c'est pour pouvoir reconstruire Arcadia, mais j'ai bien l'impression qu'ils n'ont aucune envie de revenir sur Arcadia. Que peut-être que tout ceci n'est qu'une mascarade, et que nous ne sommes là que pour servir Orion, éternellement. Nous n'avons pas notre mot à dire, et même mourir nous est interdit. Si Maya s'est vraiment suicidée, ils ont décidé de ne pas respecter sa volonté. Ils l'ont quand même fait renaître. Pourquoi vous me dites cela? Parce que vous avez vu la vidéo. Maya nous l'a confiée. Et parce que l'homme qui est dessus, le géant de lumière, est très probablement votre mari, Ethan Deleri. Alors, j'ai une question. Voulez-vous continuer de servir Orion? Ou voulez-vous rejoindre la Résistance et retourner sur Arcadia? Je veux revoir mon mari. Je prends ça pour un oui? Oui. L'algorithme source, chapitre 7. Irfan. Dans la salle d'invocation, Kylian et Gabriel avaient dit au revoir à Pierre. Puis ils avaient ouvert la lourde porte en bronze. Ils ne pensèrent qu'après l'avoir ouverte à Julian et ses 2 sbires, qu'ils avaient laissés dans un état d'inconscience à l'extérieur de la salle. Ils n'étaient plus là. Ils remontèrent le couloir jusqu'à la chambre secrète où devaient se tenir les réunions des membres de cette loge, avec prudence. Mais ils ne rencontrèrent personne. Ils décidèrent ensuite de ressortir par la station de métro qu'ils avaient empruntée la première fois. Lorsqu'ils débouchèrent à l'air libre, le SDF qui leur avait donné la clé et, à son insu, participé au piège que Julian leur avait tendu, les reconnut et courut vers eux chaleureusement. Il leur apprit que le lendemain de leur rencontre, 3 personnes avaient été remontées des sous-sols. Elles ne se rappelaient plus de rien, ni même comment elles s'appelaient. Il leur dit qu'il avait très vite fait le lien avec eux et voulut en savoir plus. Kylian lui dit alors qu'il y avait des choses qu'il était préférable de ne pas savoir. Il le dit sur un ton si inquiétant que le SDF en resta sans voix et qu'il les laissa continuer leur chemin sans en demander plus. Ils se rendirent ensuite au grand hôtel dans lequel ils avaient séjourné avec Pierre. L'hôtesse à la réception les accueillit avec un grand sourire en les reconnaissant et leur donna la clé de leur chambre. Pierre avait donné l'empreinte de sa carte, et tant que le solde était créditeur, ces chambres étaient les leurs. Là-haut, ils prirent dans les affaires de Pierre, comme il le leur avait expliqué,
ses coordonnées bancaires et les codes associés, puis descendirent à l'accueil pour rendre l'une des 2 chambres et garder la plus grande pour tous les 2. Ils vécurent pendant quelques jours un véritable conte de fées. Ils visitaient Paris, se faisaient servir comme des VIP dans l'hôtel, et le reste du temps, ils faisaient l'amour. Kylian avait appelé ses parents pour les rassurer, et pour leur dire que Gabriel était avec lui. Sa mère sembla comprendre qu'il y avait plus que de l'amitié entre 2, mais n'en dit rien. Il parla ensuite à son frère, puis à son père. Quand il raccrocha, il parut apaisé. Gabriel l'attira à elle, et ils s'aimèrent une fois de plus avant de s'endormir l'un contre l'autre. Mais dans la nuit, une forme invisible traversa le mur de leur chambre d'hôtel. Elle s'approcha du lit des jeunes amoureux. Kylian, dans son sommeil, se mit à frissonner, et sa respiration forma un petit nuage de givre. Il se réveilla grelottant et manqua d'hurler en entendant Pierre lui parler. « Pierre, je vous vois pas là, mais je vous sens !» grelotta-t-il en enfilant une robe de chambre. « Oh, pardon, j'aurais dû me mettre en ghost visible. » Pierre apparut aux côtés du lit, forme éthérée flottant au-dessus du sol. Gabriel se réveilla à son tour. « Je suis désolé de vous surprendre dans votre sommeil comme cela, mais vous devez revenir d'urgence sur Arcadia. » Que se passe-t-il ? Lorsque vous étiez dans l'Oasis, vous n'auriez pas... vous voyez... tous les 2... Pierre, je vous en prie. S'impatienta Gabriel. Pourquoi êtes-vous là ? Eh bien... vous êtes enceinte et sur le point d'accoucher. Les 2 jeunes gens se regardèrent incrédules. Comment est-ce possible ? Cela ne fait que 4 jours que nous sommes revenus ? Et puis c'est pas 9 mois normalement, renchérit Kylian. Ethan pense que c'est la cause des cellules souches qui alimentent votre corps arcadien. Le souci, c'est qu'a priori, cela fonctionne comme un accélérateur de croissance pour le bébé. À cette vitesse-là, cela risque de le tuer et vous aussi par la même occasion. Enfin, de tuer votre corps cloné. On a besoin que vous reveniez pour nous aider à le faire naître. Gabriel peinait à le croire. Elle revoyait ce jour où le gynécologue lui avait annoncé qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Comment était-ce possible ? Mais aussitôt elle se rappela que leur corps d'Arcadia était sans défaut. Son utérus là-bas n'avait jamais été brutalisé. Elle mit une main sur sa bouche, contenant une envie de pleurer de joie. Ils se préparèrent en hâte, coururent dans la nuit parisienne sous les yeux effrayés d'un SDF qui voyait 2 jeunes gens poursuivis par un fantôme, et descendirent dans la salle d'invocation. Avant qu'ils ne retournent dans les sarcophages et qu'ils ne réintègrent leur corps d'Arcadia, Kylian émit une réserve. « Est-ce que c'est pas risqué pour Gabriel ?» demanda-t-il à Pierre. « Oh, j'en sais rien, mon pauvre ami. Je suis totalement démuni face à cette situation. Tout comme Ethan, d'ailleurs. Le risque zéro n'existe pas, c'est vrai. Mais je vous avoue que vous faire revenir sur Arcadia nous a semblé la meilleure solution. Et puis, avec les robots médicaux sur place, vous devriez être en de bonnes mains. » termina-t-il en s'adressant à Gabriel. « Mais vous admettez qu'il y a un risque. Dans ce cas, je préfère que ce soit moi. Vous croyez que c'est possible de me télécharger en elle ? » Quoi ? s'exclama Gabriel avec virulence. Tu m'as demandé si j'étais d'accord ? Puis devant la mine déconfite de Kylian, qui ne pensait qu'à la protéger, elle explosa de rire. Ah oui, je comprends. De quoi ? Je vois. Tu te dis que pour la première fois au monde, un homme a l'opportunité d'accoucher. Et tu veux être celui-là. Mais non, Gabi, pas du tout, dit-il dérouté. Comme c'est mignon. Non mais arrête, je m'inquiète vraiment pour toi. Elle se rapprocha de lui et l'embrassa tendrement. Je sais, mon cœur. Je te charriais. Mais je ne laisserai personne m'empêcher une nouvelle fois de vivre ça. Je suis consciente du danger. Mais c'est mon choix. Elle s'installa dans le sarcophage. À tout de suite. Je serai là, lui répondit-il en prenant place lui aussi dans le sien, tout en s'interrogeant toutefois sur ce qu'elle avait voulu dire par « m'empêcher une nouvelle fois de vivre ça ». Dès que Gabriel reprit conscience, une vive douleur lui déchira le ventre. Celui-ci était si rond, si énorme. Elle sentit le bébé bouger à l'intérieur. Pendant un bref instant,
Cette sensation la transporta de joie. Puis les douleurs revinrent. Son ventre se contracta et elle hurla. Kylian ouvrit les yeux, se redressa presque immédiatement en l'entendant gémir, puis crier, et sans prendre le temps de s'habiller, il lui prit la main, qu'elle broya allègrement, tant les contractions étaient violentes. Le diagramme cardiaque s'emballait. Pierre entra dans la salle des sarcophages au moment où le robot médical annonçait d'une voix absente de toute émotion. Le bébé est trop gros. Le corps de la mère ne va pas pouvoir résister. Il faut pratiquer une césarienne. Les deux hommes, impuissants, la regardèrent être transportés dans le bloc chirurgical. Kylian rageait de ne rien pouvoir faire. Pouvait-il vraiment faire confiance à des robots? Il avait si peur que cela se passe mal. Mais il devait se résigner à laisser des machines prendre soin de celle qu'il aimait, et de cet enfant. Son enfant. À ce moment, ses yeux s'écarquillèrent sur la vérité. Pierre le vit flancher et l'aida à s'asseoir. Kylian le regarda avec des yeux perdus. « Je vais être papa », dit-il, envahi par une frayeur sans nom. Puis toutes ses pensées retournèrent vers Gabrielle. « Je veux pas qu'elle meure. » Cette dernière phrase résumait tout ce qui se passait en lui. Il avait trouvé l'amour et il ne voulait pas qu'il disparaisse. Il allait être papa, et il n'avait jamais été préparé à cela. Pierre posa une main rassurante sur son épaule. « Tout ira bien. J'ai rarement rencontré une femme si forte. » Kylian le regarda en hochant de la tête, espérant qu'il dise vrai. Quelques minutes plus tard, le robot revint. L'opération est un succès. La patiente a été mise dans le caisson régénérant. Elle devrait se réveiller dans 1 heure. Le nourrisson, quant à lui, a été placé dans une couveuse. Les signes vitaux sont tous au vert. Puis il retourna à ses occupations de robot. Kylian ferma les yeux et souffla. C'est alors qu'il pensa à une chose qui l'irrita. Le temps qu'avec Pierre il sorte du laboratoire médical, qu'il rejoigne Ethan dans le bureau à l'étage, cette irritation s'était mue en colère. « Vous auriez pu réfléchir avant de venir nous chercher !» s'emporta-t-il. Pierre et Ethan ne dirent mot, surpris par cet énervement soudain, mais récurrent chez le jeune homme. Ethan était d'autant plus attentif qu'il le voyait les poings serrés, et que l'expérience de leur première rencontre le mettait sur la défensive. « Vous avez risqué sa vie pour rien !» les menaça-t-il d'un doigt rageur. « Le robot aurait très bien pu faire une césarienne sur son corps sans qu'elle soit présente. Ça s'est déjà vu. Elle aurait pu mourir !» La colère qui l'avait envahi le vida une nouvelle fois de son énergie. Mais cette fois-ci, il ne s'écroula pas. Il se laissa juste tomber sur un fauteuil en poussant un profond soupir fatigué. Pierre s'approcha et s'accroupit devant lui en lui prenant les mains, compatissant. « Ça va aller. »« Je l'aime, » répondit Kylian démuni. « Je sais. Et je suis heureux pour vous. Tout va bien se passer maintenant. » 1 heure après, Gabrielle les retrouva à l'extérieur du bâtiment sous un grand parasol. Elle était fraîche comme une rose, comme si rien ne s'était passé. « Ces caissons de régénération cellulaire sont vraiment incroyables. » dit-elle en soulevant son t-shirt pour montrer son ventre. « Regardez, la cicatrice est presque imperceptible. » Kylian la prit dans ses bras et l'embrassa. « Et toi ?» lui demanda-t-elle en s'écartant pour le détailler. « Ce corps est comme neuf, j'ai 2 mini-cicatrices sous le sternum et au niveau des reins. Mais pour le reste, je suis en super forme. »« Et le bébé ?» demanda-t-il ensuite. « Il semble aller bien, il est dans une couveuse. Il dort. Par contre, je suis super étonné. Je le trouve très grand. » Au moment où elle termina sa phrase, une alarme retentit. Ils se regardèrent, puis fixèrent Ethan. « Je ne sais pas ce qui se passe », répondit-il à leurs yeux interrogateurs. Il rentra dans le bâtiment principal au pas de course, et ils le suivirent. L'alarme venait de la nurserie. Un des robots médicaux était en train de s'occuper du bébé, mais il ne pouvait pas voir ce qui se passait, et la porte était verrouillée. « Que se passe-t-il » hurla Kylian en tapant à la vitre de la nurserie. Le robot activa le haut-parleur tout en continuant de s'occuper du bébé. « Le nourrisson grandit beaucoup trop vite. » Kylian entendait son fils pleurer et hurler. Il n'avait jamais aimé entendre les pleurs de douleur d'un enfant. C'était quelque chose qui lui faisait mal à l'intérieur. Mais là, c'était pire. C'était son fils. « Je vous en prie, faites quelque chose !» supplia Gabrielle. La douleur est trop forte. Informa le robot.
Sa croissance trop rapide peut lui être fatale. Il faut le mettre dans un coma artificiel pour le stabiliser. Pendant 2 jours, le bébé fut maintenu en coma artificiel, alimenté par sonde. Il n'avait pas cessé de grandir, et il avait dû être placé dans un sarcophage. Il était déjà aussi grand qu'un enfant de 7 ans. Dès que son état se fut stabilisé, il avait été sorti de sa léthargie médicale. Gabrielle l'avait prise dans ses bras, pleine d'amour, mais se demandant si tout cela était bien réel, s'il était vraiment cet enfant qu'on lui avait retiré du ventre. Il était si grand, et tenait debout déjà tout seul. Elle lui prit le visage. Ses yeux semblaient regarder des choses qui n'existaient pas, semblaient regarder au-delà de toute chose, et n'arrivaient pas à se fixer droit devant, comme certains enfants autistes auprès desquels elle avait fait son stage de 3e. Malgré cela, elle sentit au fond d'elle-même le lien du sang qui les unissait. C'était son fils. Et elle était maman. Quand elle était revenue avec cet enfant marchant tout seul et lui arrivant déjà aux hanches, Kylian était resté bête. Gabrielle avait hoché la tête et lui avait dit « C'est lui. » Son fils s'était alors dirigé vers lui et l'avait enlacé sans un mot, sans le regarder en face, toujours la tête un peu dodelinant et les yeux ailleurs. Mais il l'avait serré comme sachant, sans qu'on le lui dise, que Kylian était son père. Puis il l'avait lâché et s'était avancé, ignorant Pierre et Ethan, jusqu'à la baie vitrée, et s'était abîmé dans la contemplation du ciel sans plus bouger. C'est quoi ce prodige? Et puis, qu'est-ce qu'il a avec ses yeux? Je sais pas. Tu crois que c'est de notre faute? Parce que nous ne sommes pas... Mais il ne termina pas sa phrase, et Gabrielle resta silencieuse, observant ce fils d'un autre monde. Son évolution cognitive était allée de pair avec sa croissance. Sa curiosité n'avait d'égal que son mutisme. Il ne parlait quasiment pas, ne les regardait jamais directement dans les yeux, et semblait vivre dans un monde légèrement à l'écart du leur. Mais ses yeux brillaient d'une intelligence hors norme. En une même journée, il le voyait grandir comme dans un film en accéléré, mais ponctué de phases de douleur intenses, si intenses qu'il fallait le mettre dans un caisson et l'y endormir. Lorsque les douleurs s'atténuaient, il revenait auprès d'eux, s'emparait d'un livre et le feuilletait. Au début, Gabrielle pensait qu'il regardait les lettres, les images, mais en fait il lisait déjà. Comment pouvait-il savoir lire? Comment avait-il appris? Mais tout en cet enfant était de l'ordre de l'incroyable, et Gabrielle se mit à penser « De l'ordre du miracle. » Il dévorait les livres. Il semblait s'abreuver au fil de ces mots, s'alimenter du savoir qui y était contenu. Puis l'heure d'après, les douleurs le reprenaient, et il devait retourner dans le caisson. L'heure suivante, il revenait et avait de nouveau grandi. Tout cela ne leur avait pas permis de prendre conscience qu'ils étaient parents. C'était trop rapide, si imprévu, tellement étrange. En fin d'après-midi, il fut atteint par un nouveau pic de douleur qui le fit s'écrouler au sol. Il semblait encore plus puissant que les autres. Ils le transportèrent en urgence au bloc médical. « Mais pourquoi il a si mal ?» s'inquiéta Gabrielle face au robot. Ces douleurs sont dues à une ostéochondrose de croissance. L'informa celui-ci. À son niveau, les os sont mis à rude épreuve. Toutes ces informations de douleur inondent littéralement son cerveau, qui ne peut les supporter. Si nous ne le mettons pas en coma artificiel, il pourrait succomber à la douleur. L'enfant écoutait. Son corps était secoué de soubresauts. Il se tordait sous la douleur, mais malgré cela, il écoutait. Et il comprenait. Il comprenait que c'était son corps qui envoyait à son cerveau les informations de douleur. Il l'avait lu. Il comprenait. Les influx nerveux, les liaisons chimiques, la sécrétion d'endorphines, d'adrénaline, tout cela était des processus mécaniques de sa machine-corps. Lorsqu'il lisait, le savoir s'insinuait en lui à la manière des liquides nourriciers qu'on lui injectait lorsqu'il était mis dans le caisson. Il savait que c'était son cerveau, le centre du traitement de l'information. Et la douleur, comme venait de le dire le robot, était une information qui en ce moment submergeait son cerveau et qui lui disait que ça faisait mal. C'était une information. Juste une information. Alors qu'il gémissait, se tordait dans un sens et dans l'autre, tout doucement, il se calma. Son corps se détendit et ses yeux fixèrent le plafond. Gabrielle lui prit la main et une larme glissa le long de sa joue et tomba sur celle qu'elle tenait.
L'enfant tourna vers elle, ses yeux virevoltants. « Pourquoi pleures-tu » lui demanda-t-il avec une sérénité étonnante. Elle eut un recul de surprise et se rapprocha aussitôt. « Je croyais que tu étais dans le coma. Ça va mieux ?»« Oui. Désormais, je n'aurai plus mal. » Il regarda son corps quasi nu, à la manière d'un robot qui analyse une situation. Débrancha les sondes qui étaient collées et se leva. « Tu n'as plus mal, mon chéri ?» Ce mot était venu machinalement. Elle se rendait compte qu'elle l'aimait vraiment, comme la mère qu'elle était devenue. L'enfant réfléchit un instant, puis répondit « Non. J'ai décidé de ne plus tenir compte des informations de douleur. Trop désagréables. » Puis elle récupéra ses affaires, s'habilla et sortit sans plus d'explication. Gabriel et Kylian se regardèrent incrédules. « Tu sais quoi ? Non ? Si nous étions dans un film ou un jeu vidéo, il serait l'élu, ou le destructeur des mondes, dit-il avec un léger sourire. En tout cas, j'y comprends rien. C'est totalement irréel, et ça n'a aucun sens. » Mais elle ne sourit pas. Elle le dévisagea à l'air grave. « Va savoir. Peut-être que tout cela a un sens. » Et elle réentendit les mots étranges de sa père. Sa père. Attends son pistolero. En fin de journée, Pierre et Ethan les rejoignirent pour le souper après avoir passé un bon moment sur les ordinateurs et dans la bibliothèque. « Mon cher Kylian, ton idée de vouloir intégrer le corps de Gabriel m'a intrigué. Nous avons vu que les fantômes de nos légendes provenaient très certainement des gens qui visitaient la Terre en mode ghost, avec leur forme éthérée. Mais je me suis demandé s'il ne pouvait pas y avoir un lien avec les cas de possession et exorcisme. Eh bien, figurez-vous que oui. Pendant qu'ils faisaient venir les terriens et terriennes sur Arcadia, leurs corps endormis dans les sarcophages étaient disponibles, et il y a de nombreux cas répertoriés de possession. Eux appelaient ça des emprunts. Il semblerait même qu'ils aient réussi à engendrer des enfants sur Terre. « Dites-moi, Pierre, » l'interrompit Ethan, « vous avez lu le rapport en annexe de ce dossier ?» Pierre fit non de la tête. « Ils écrivent qu'une partie de l'ADN de l'emprunteur était parfois transmise à l'enfant, issu de ce... »« Viol ?» dit Gabriel. « Je crois qu'on peut considérer ça comme un viol, non ?» La discussion continua et l'enfant les écoutait parler et s'interpeller. « Dites-moi, Pierre, mais bien sûr Kylian, au fait, Ethan, etc., etc. » L'enfant se leva et demanda alors « Comment je m'appelle ?» Ils se turent tous, et un silence interrogateur les survola. Personne n'avait songé à donner un nom à cet enfant. Pas même Kylian et Gabriel. « Eh bien, avec tous ces événements, commença Kylian, je t'avoue que... » Irfan. Le coupa Gabriel avec douceur. C'était le nom de mon arrière-grand-père, dit-elle en interrogeant du regard Kylian. Oui, Irfan est un joli prénom. Irfan, répéta l'enfant comme s'il en goûtait la saveur. J'aime bien. Et pour la première fois, il les regarda en face.